Justement, Monsieur l'ambassadeur, vous avez anticipé quand vous avez évoqué l'obstacle. Justement, ma question allait être quels sont les obstacles? Parce que quand on passe en revue les efforts, on a l'impression que les choses vont de l'avant et gagnent du terrain. Mais en fait, quels sont les véritables obstacles, à voir même les obstacles implicites? Est-ce qu'on peut parler d'un manque de volonté réelle de la part de la partie israélienne et des États-Unis? On peut parler d'intérêts qui n'ont pas encore été réalisés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui entrave le développement? Ce qui entrave le développement est le problème de fond. C'est-à-dire, si le problème de fond était résolu, et le problème de fond, c'est de créer un État palestinien à titre égal avec tous les États de la région et du monde. Voilà la question qu'Israël, ce gouvernement actuel, et je pense tous les gouvernements israéliens, refusent totalement. Et ça, ils le feront et ne l'accepteront que s'il y a des pressions internationales très très puissantes à partir des quelques pays qui les soutiennent encore, ce que je pense ne va pas arriver. Les Israéliens pensent maintenant revenir au statu quo d'avant la situation actuelle, hein, et de continuer leurs exactions depuis 1920, 1930, etc., en particulier depuis 1948. Voilà, si ce problème de fond était résolu, le reste serait plus simple, ce serait un peu plus marginal, hein, et il y aurait des fondements. Mais ce refus total israélien de la création de deux États, ou d'un État palestinien, c'est un refus total et la question n'avancera pas. On retombera encore et encore dans 5 ans, dans 10 ans, à la même situation actuelle. Un peuple qui peut se libérer, qui milite pour se libérer malgré les pertes énormes. Vous savez, la violence crée la violence. Donc cette violence-là, vous pensez qu'en tuant 17 ou 20 000 femmes et enfants, va empêcher les Palestiniens de continuer à militer pour leur liberté, pour leurs droits fondamentaux? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Ils tiendront. Mais cette politique d'extermination est révolue. L'extermination des populations autochtones en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., n'est plus de mise ces temps-ci. Les temps ont changé. Vous ne pouvez plus exterminer une population tout entière. Voilà. Les Européens me disent ça. Je leur ai dit oui, c'est très bien. Mais aussi, vous avez pu exterminer, comme vous le dites, 6 millions de Juifs. Alors vous pouvez bien exterminer, ou Israël peut bien exterminer avec votre accord ou votre silence, 3-4 millions de Palestiniens. Ce n'est pas exclu. Reste la question humanitaire, c'est-à-dire, évidemment, il y a les enjeux, il y a les raisons, qu'elles soient implicites ou explicites, mais il y a quand même des normes, des normes appliquées et des lois internationales, et il y a le droit de l'homme. Et jusqu'à présent, il y a vraiment un problème quant à la situation humanitaire dérisoire à Gaza. Comment se fait-il que la Cour internationale de justice ou que le Conseil de sécurité se trouvent dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour cette population qui subit un génocide? Madame, en principe, je me refuse de répondre à la question de l'aide humanitaire. Parce que l'aide humanitaire n'est qu'un symptôme derrière tout le monde se cache pour faire manger un peu les pauvres Palestiniens et oublier les causes profondes du conflit. Tant que ces causes profondes ne sont pas attaquées directement pour les résoudre, hein, la question humanitaire, c'est comme un masque pour cacher la vérité. Ce n'est pas en donnant un peu de nourriture à ces pauvres Palestiniens qu'ils vont oublier qu'ils ont des droits fondamentaux à la liberté, etc. Donc, le Conseil de sécurité, nous savons tous que les Nations Unies, en tant qu'organisme politique responsable depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la paix et de la sécurité mondiale, a perdu toute sa puissance politique à cause de l'exercice
exaspérée et continue du droit de veto dans tous les sens. Donc il n'y a pas, vous savez, pour avoir une paix internationale et régionale, il faut avoir un minimum de justice. Et tant que cela n'est pas réalisé, ce n'est ni l'humanitaire qui va le résoudre, ni le Conseil de sécurité. Bien, la Cour internationale de justice a émis un jugement préliminaire, elle fait son travail, l'on sait depuis le début que ça va prendre entre 3 ou 4 ou 5 ans même. Donc, c'est très clair, toute la question sera tombée aux oubliettes à ce moment-là. Mais je me refuse totalement de répondre à la question humanitaire parce que ce n'est pas le sujet, c'est une échappatoire pour ne pas voir le problème réel. Oui, effectivement, il y a un problème réel, mais en fait, il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger. Et la question a pour objectif de dire pourquoi est-ce que l'on empêche l'entrée et l'accès à ces engrais. Madame, c'est Israël qui empêche, oui, parce qu'elle veut faire partir les Palestiniens totalement de Gaza et même de la Cisjordanie. Vous avez en Cisjordanie aujourd'hui 700 000 colons juifs dans des colonies israéliennes en Cisjordanie, c'est-à-dire en ce qui reste de la Palestine, sous le gouvernement du président Abbas. Hein, il y a 700 000 colons. Donc c'est de l'expansion, c'est du colonialisme qui continue pas à pas. Hein. Il ne faut pas oublier que la question de transférer les Palestiniens en dehors de Gaza vers le territoire de la Cisjordanie et même jusqu'à Sheikh Zayed le 6 octobre et tout cela sont des idées israéliennes qui datent depuis 50, 60, 70 ans. Ce n'est pas nouveau. Tous les gouvernements le savent, hein, que c'est un objectif qu'ils réalisent pas à pas, graduellement. Herzl a déclaré qu'il ferait un État juif en Palestine en 1897, qu'il ferait ça en 50 ans, ça lui a fallu, honnêtement, 51 ans. Hein, et ça a été fait. Donc, ces gens, ils planifient pour des dizaines et des centaines d'années. Et leur objectif, qui est dans le Talmud, est clair, hein, c'est l'hégémonie, pas nécessairement l'occupation militaire, non, c'est l'hégémonie sur toute la région à partir du Nil à l'Euphrate. C'est écrit dans leur livre sacré. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde le sait et ils le font étape par étape. Voilà. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le chef de l'État a assisté à une cérémonie d'iftar familial, un événement qui se répète chaque année, au cours duquel il a affirmé son soutien aux catégories les plus nécessiteuses, les moins privilégiées, promettant de continuer de lutter pour l'amélioration du niveau de vie de la population égyptienne et promet de donner une vie décente à la population égyptienne. Voyons les détails dans ce compte rendu.